Les amis, bonjour, bonjour, et j'espère que ça va. C'est parti pour le narratif de l'AES. On vous donne des informations venant directement d'un des pays de la Confédération. J'espère que ça va très bien. C'est Iboussi. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube Iboussi et sur ma page Facebook Radariste. Radariste. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Alors, est-ce que l'Algérie va entrer en guerre avec la Libye? Notamment le maréchal Haftar. C'est une question qu'on se pose. Pourquoi on se pose la question? Parce qu'en 2021, le président Tebboune avait décidé d'entrer en guerre contre le maréchal Haftar, notamment parce que il disait que le maréchal Haftar voilà, je vais vous présenter peut-être une petite carte rapidement. Le maréchal Haftar qui contrôle euh, le centre de la Libye, et le nord aussi, le nord de la Libye et surtout l'est de la Libye, mais pas le sud et ni l'ouest qui va vers l'Algérie. Et bien, le maréchal Haftar avait décidé de progresser entre 2019 et 2020. Il avait décidé de progresser vers le sud. Et puis, il voulait aussi aller vers l'ouest pour essayer de contrôler la capitale Tripoli. Voilà, la capitale Tripoli. Et là, le président Tebboune, le président algérien, il dit non. Il dit il n'y a pas question. S'il essaye d'y aller, s'il essaie de contrôler euh, une ville maghrébine, s'il essaie de la faire occuper par des mercenaires, il veut parler des Russes, parce qu'effectivement, Tebboune, le président algérien, ne s'entend pas avec les Russes, mais ne le montre pas clairement. Il dit que bah, si le maréchal Haftar veut faire occuper Tripoli, s'il veut progresser vers Tripoli et puis vers le sud, là, eh bien, nous, on va intervenir. Et effectivement, puisque la constitution algérienne, elle a été changée, maintenant, les militaires algériens peuvent sortir de leur pays, peuvent quitter leur pays, eh bien, le président Tebboune était prêt à faire une intervention militaire en 2021 en Libye, mais contre le maréchal Haftar. Et cette fois-ci, est-ce qu'il va le faire? Parce que cette fois-ci, le maréchal Haftar ne progresse pas vers la Libye, et disons pas vers le Tripoli, pas vers la capitale, mais vers le sud. Vers le sud, et vous savez que vers le sud, vous savez qu'il y a, la Libye fait frontière avec le Soudan. Donc, ça, c'est le sud-est. Et après, il y a le Tchad aussi, il y a le Niger, et vers le sud-ouest, il y a l'Algérie. Alors, bon, voilà, est-ce que Tebboune, cette fois-ci, va réagir ou bien il va dire non, 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 c'est bon, on le laisse progresser vers le sud, il n'y a pas de problème. Parce que ce que le maréchal Haftar veut faire, il veut sécuriser le sud. C'est une bande qui quitte vers l'Algérie et qui va directement vers le Soudan en passant par le Tchad et par le Niger. Il veut contrôler cette zone-là pour permettre au Niger, à mon avis, hein, c'est ce que je pense, pour permettre au Niger et au Mali de respirer. Parce que visiblement, comme tout le monde l'a bien compris, il y a beaucoup d'hommes armés qui quittent la Libye, toute cette zone-là, et qui descendent vers le Sahel. Et nous, ça nous épuise beaucoup. Et puisque dernièrement, on a vu le fils de Haftar, hein, on l'a vu dernièrement, au Burkina Faso, on s'est dit que sûrement ils sont tombés d'accord, ils se sont dit, bon écoutez, trouver un moyen pour sécuriser le sud de la Libye afin que nous puissions respirer. Voilà. Et tout ça, certains analystes disent que c'est Vladimir Poutine qui est en train de coordonner tout cela. Du Soudan en passant par la Libye, par le Niger, le Tchad, et puis le Mali, etc. Et puis le Burkina Faso. C'est ce que certains disent. Alors l'Algérie, en 2021, l'Algérie était prête à intervenir en Libye contre l'offensive du maréchal Haftar. Le président Abdelmadjid Tebboune a affirmé mardi 8 juin que son pays était prêt à intervenir d'une manière ou d'une autre, hein, en Libye voisine pour stopper l'avancée des forces du maréchal Haftar lors de leur offensive lancée pour la prise de la capitale, hein, en 2019-2020, la capitale Tripoli. Interrogé lors d'un entretien avec la chaîne qatari Al Jazeera, diffusée, hein, c'était un mardi soir, le président algérien a dit avoir songé à une intervention en Libye car Tripoli est une ligne rouge. Vous imaginez le président algérien qui dit que un Libyen n'a pas le droit d'aller chez lui. Le Libyen maréchal Haftar, il n'a pas le droit d'aller faire la bagarre, voilà, dans la capitale Tripoli parce
Parce que lui, Tebboune, la capitale Tripoli, la capitale libyenne Tripoli lui appartient. Mais c'est grave. Comment est-ce qu'un président algérien peut dire à un Libyen, tu n'as pas le droit d'aller avec ton armée sur une autre partie de ton territoire, notamment la capitale, et tu n'as pas le droit d'aller faire la bagarre là-bas avec quelqu'un. Parce que nous, ces gens-là, on les soutient. C'est grave. Parce que vous savez, la Libye en 2011, quand ça a été éclaté, quand la Libye elle a été détruite par ces mêmes Occidentaux qui n'ont pas de pitié, pas de compassion pour les gens, eh bien, il se trouve qu'en Libye aujourd'hui, il y a Tripoli qui est sous le contrôle d'un gouvernement qu'on appelle le gouvernement d'union nationale, et voilà. Et il y a un dirigeant là-bas qui essaie de diriger. L'ancien dirigeant est parti, il n'a pas pu tenir. Il y a un nouveau dirigeant qui est là-bas. Ils sont soutenus par l'ONU, par la France, par l'Union européenne, par les États-Unis, etc. Et par l'Algérie aussi. Et le centre, le nord et l'est de la Libye est dirigé par le général, par le maréchal Haftar, hein, le maréchal Haftar, qui est l'homme fort aujourd'hui. Et en dessous, maintenant, le sud, qui quitte vers l'Algérie pour aller en passant par le Niger, par le Tchad, en allant vers le Soudan et l'Égypte un petit peu, eh bien toute cette partie-là, c'est sous le contrôle d'autres tribus, d'autres groupes armés, mais le maréchal Haftar a décidé de marcher sur cette partie du sud pour éventuellement essayer à mon avis, c'est pour un peu nous permettre dans le sud hein, de respirer un peu, hein, et vice-versa aussi, parce que nous aussi, on va leur mettre la pression, on va faire ce qu'on peut pour que certains aussi ne quittent pas chez nous pour aller là-bas. Et vous imaginez, c'est le président algérien qui dit non, 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 monsieur Haftar, vous n'allez pas partir dans tel endroit. C'est un peu comme si des Libyens, hein, le maréchal Haftar, disait au président Tebboune, bon, monsieur Tebboune, vous n'avez pas le droit d'aller à Alger. Mais c'est-à-dire, c'est incroyable. Donc, vous comprenez pourquoi nous, on vous a dit la dernière fois que l'Algérie est derrière la déstabilisation d'une partie du nord du Mali. Oui, ils soutiennent des rebelles, des terroristes depuis des années. Depuis des années et des années et des années. Bien que le Mali les a aidés. L'autre jour, j'ai fait une émission sur les aides qu'on a apportées à l'Algérie lors de l'indépendance. C'est incroyable. Hein, des gens il y a eu plus d'1 million d'Algériens morts. Plus d'1 million morts. Et le président Modibo Keïta s'est battu, hein, a mis à leur disposition les villes du nord du Mali, l'armée de libération algérienne. Ils avaient une armée qui était là, qui se battait pour la libération. Hein, on a mis Kidal à leur disposition, on a mis Gao à leur disposition, on a mis Tombouctou à leur disposition, tout. On leur a donné tout. Et on a mis des hommes. Il y a des hommes, des Maliens qui sont battus, qui sont morts pour cette même libération-là. Et ils ont leur libération, ils sont libres, ils ont leur indépendance. Et entre-temps, les dirigeants de maintenant, ils oublient, ils s'en fichent. Et ils soutiennent une rébellion dans notre pays contre nous. Et c'est ce qu'ils font aussi aux Marocains. Hein, ils le font pour le Sahara occidental. Ils le font pour les Libyens aussi. Vous voyez. Et là, ils voulaient s'engager dans une guerre. Vous voyez, Tripoli est une ligne rouge. Je dis que Tripoli est une ligne rouge que parce que il y a des mercenaires qui vont y aller avec le maréchal Haftar. Et là, ils taclent la Russie parce que à chaque fois, on taxe les militaires russes, hein, la société militaire privée russe, Africa Corps, là, on les taxe enfin, on les taxe de mercenaires. Ils les taxent de mercenaires. Mais par contre, les hommes armés qui sont soutenus par l'Algérie, qui viennent au Mali, qui vont partout dans l'Afrique, dans le Sahara et dans le Sahel, ils les appellent pas mercenaires. Hein. Les sociétés militaires privées américaines ou bien françaises, etc., on les appelle pas mercenaires. Non, c'est les autres qui sont les mercenaires. Donc les autres sont les méchants, eux ils sont les gentils. Voilà. Et là, il dit que c'est une ligne rouge. C'est une ligne rouge, voilà. Et puis on va continuer à y aller. Nous allions intervenir à assurer Abdelmadjid Tebboune. Voilà. À la question de savoir s'il s'agissait d'une intervention militaire, il dit oui, que ça allait être une intervention militaire, et voilà. Mais que puisque à l'époque, le maréchal Haftar n'a plus progressé, parce qu'il y a eu un accord de paix, et donc du coup, il dit bon, il n'y a pas de problème, eux aussi, ils n'agissent pas. Mais ce que moi, je vais dire aux Algériens, ils se sont bien armés après les années 90. Les années 2000 à maintenant, ils se sont bien armés. Donc maintenant, ils se sont tellement bien armés hein, qu'ils pensent qu'ils peuvent aller en guerre partout. Mais la guerre, c'est pas simple, hein, c'est pas facile. Lorsque vous allez vous embourber dans le Sahara et dans le Sahel, vous allez comprendre que la guerre n'est pas facile. Voilà.
Alors, c'est un petit peu cela. Alors, maintenant, la question, c'est maintenant, puisque le maréchal Haftar a décidé de venir vers le sud, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, et puis contrôler le sud, il y a un aéroport stratégique que le maréchal veut contrôler là-bas. Est-ce que Tebboune, il va dire, bon, écoutez, il va vers le maréchal va vers le sud seulement, il n'y a pas de problème. S'il va vers le sud, il n'y a aucun souci, hein. Il peut y aller, mais si c'est vers la Libye, et si c'est vers le Tripoli qu'il veut y aller, là, on n'est pas d'accord. Est-ce qu'il va dire cela? On ne sait pas, on va attendre sa réaction. En Libye, le maréchal Khalifa Haftar reprend ses mouvements de troupes et suscite l'inquiétude. L'homme fort de la Cyrénaïque a annoncé le lancement d'une vaste opération dans le sud-ouest du pays, faisant craindre une reprise des combats face aux autorités et rivales de Tripoli. Voilà, c'est ça. Jeudi 8 août, ces forces armées libyennes, par la voix de leur commandeur général, ont annoncé le lancement d'une vaste opération dans le sud-ouest du pays, dont l'objectif officiel est de sécuriser les frontières, renforcer la sécurité nationale du territoire et la stabilité dans ces zones vitales, et lutter contre le trafic de drogue, le trafic d'êtres humains et l'activité croissante des groupes terroristes. Elles ont en outre appelé les citoyens à ne pas prêter attention aux rumeurs qui circulent sur cette opération. Voilà. Et ça, je vais vous dire, ça va nous arranger, nous. Ça va vraiment nous arranger. Si la Libye arrive à contrôler le sud, qui est le nord du Niger et du Tchad, ça va vraiment, vraiment, vraiment nous arranger. Ça va vraiment nous arranger. Voilà, donc voilà, je disais que, vous m'excusez, voilà, je disais que arranger ça, ça nous arrange. Nous, ça nous arrange beaucoup. Ça nous arrange beaucoup. Ça nous arrange beaucoup. Les forces de Haftar convoitent depuis plusieurs années l'aéroport de Ghadamès et ses alentours, car son contrôle renforcerait de manière notable la donne territoriale de Haftar face à l'Algérie et la Tunisie et au Niger. Voilà, c'est ça. Donc, il y a un aéroport là-bas qui veut le contrôler. D'accord, donc c'est très bien compris. En tout cas, c'est ce qu'on voulait dire par rapport à cela. On pense qu'on a des raisons de penser que, bon, sûrement que, bon, il y a une espèce d'entente qu'il y a eu entre le capitaine Ibrahim. Peut-être, hein. On pense que c'est ça. Voilà. Donc, par rapport à cela, on en a fini. Maintenant, on va aller vers la deuxième partie de notre émission. On va parler d'Ousmane Sonko. On va parler d'Ousmane Sonko juste après ça. Pendant 5 siècles, l'Occident a dominé le monde. C'est fini. Rappelez-vous, et si j'échoue, c'est toute la jeunesse malienne qui a échoué. Dans 20 ans, dans 30 ans, le Mali ne sera plus un pays francophone. Il sera difficile pour la France d'imposer au Mali quelques solutions de partition. Franchement, l'autre jour, lorsque j'ai vu la réaction d'Ousmane Sonko, je ne peux pas vous le cacher, quoi. J'ai vraiment été déçu. J'ai été déçu. Vous savez, nous avons tous soutenu Ousmane Sonko, même s'il ne nous a pas demandé de le soutenir. Parce qu'on a tous vu une victime. On a vu une victime de Macky Sall. Et on s'est dit que, bon, ce monsieur, c'est une victime. Il faut vraiment le soutenir. Moi, j'ai un ami policier ici au Mali. Il m'a dit que tu sais, que Ousmane Sonko, là, que c'est pas la peine. Il me dit que non, que toi, que tu soutiens ce gars-là. Que tu es en train d'avoir pitié pour un gars comme ça, que Macky Sall doit le botter. C'est ce que quelqu'un m'a dit. J'ai un ami policier, il m'a dit ça. Moi, j'ai dit non, mais toi aussi. Mon ami là, je le disais quoi. Je disais que toi, tu es trop radical, il ne faut pas être radical. Il me dit non, il dit que Sonko, il est en train de s'amuser avec les gens, que Sonko fait des plans, il est en train de. Mais mon ami là, je ne sais pas comment est-ce qu'il a vu ça. Je ne sais pas comment est-ce qu'il a vu ça, quoi. À chaque fois, lorsque Ousmane Sonko faisait ces directs là, non, mais nous, on partageait cela sur nos pages, on suivait cela, mais c'était pas possible. En croyant en lui, quoi. On s'est dit non, lui, franchement dit, même si on souhaitait qu'il vienne au pouvoir. On souhaitait qu'il soit le président du Sénégal parce qu'on s'est dit que ce monsieur-là, l'idée panafricaniste qu'il a, avec telle idée, et surtout qu'il a dit que vraiment, il a compati pour le Mali, pour les attaques qui se font chez nous, compati pour tous nos pays de l'AES, là. Franchement, on s'est dit que ce monsieur-là, on voulait qu'il devienne président du Sénégal. C'était pas pour qu'il sorte de la CEDEAO pour venir dans l'AES, hein, non, pas du tout.
Mais pas du tout. Mais vraiment, on aimait sa manière de faire. Parce qu'il se battait contre Macky Sall dignement, on l'a soutenu. Ses vidéos faisaient 60 000, 70 000 vues en live. C'était l'Afrique qui le suivait. L'Afrique surveillait Sonko. On surveillait Sonko tellement on tenait à lui. Tellement il a parlé. Tellement il a parlé. Les mots qu'il a eu à employer, les mots qu'il a eu à dire. On s'est dit non, ce monsieur-là, il faut qu'il devienne président du Sénégal. Non, je vous dis, si nous, on pouvait voter, si on pouvait voter en tant qu'étranger, on allait voter pour que Sonko il soit président. Tellement on faisait confiance à ce monsieur-là. Et je vous dis, hein, et on lui faisait confiance, c'était pas pour qu'il vienne pour dégager la France. Non, nous, on n'a jamais demandé à quelqu'un de dégager la France. Nous-mêmes, là, qui avons dégagé certaines structures de la France, de chez nous, mais le premier conseiller de l'ambassade de France est là. Il est au Mali. Il n'y a pas d'ambassadeur ici parce qu'ils ne veulent pas recevoir, ils n'ont pas voulu recevoir notre ambassadeur. Vous savez, depuis qu'on a dégagé leur ambassadeur d'ici, hein, à un moment donné, entre-temps, le Mali aussi avait envoyé un ambassadeur là-bas. Ils n'ont jamais voulu l'accréditer, ils n'ont pas voulu. Bon, malgré qu'ils n'avaient pas voulu l'accréditer, nous on a dit il n'y a pas de problème. Mais leur ambassadeur est resté ici. Mais c'est lorsque Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères français de l'époque, quand il est sorti, il a parlé mal aux autorités maliennes, il a parlé très mal. Vous savez, c'est quelqu'un qui parle très mal, c'est quelqu'un c'était un petit bonhomme irrespectueux et un petit raciste. Hein? C'est quelqu'un qui, franchement, il n'aime pas les Noirs. Hein? Ah oui, non, vous voyez, hein, c'est quelqu'un, c'est Jean-Yves Le Drian, c'est le monsieur qui soutient l'esclavagisme. Hein? Oui, on le sait en lui, on le sent en lui. Hein, vous voyez, mais peut-être que lorsqu'il sort dans vos médias mainstream, etc., vous n'allez pas sentir sans lui, mais nous, on le sait. On le sait ici. Hein? Donc, quand il a mal parlé aux autorités maliennes, on a dégagé l'ambassadeur. On a dit, vas-y, bouge. Mais le premier conseil est resté là. Alors, nous, en fait, on ne voulait pas que Sonko, on n'avait pas demandé à Sonko de chasser la France ou de chasser l'armée française de chez lui. Non, c'est pas ça qu'on a demandé. Ou bien qu'il vienne dans l'AES. Non, c'est pas ça qu'on a demandé. Mais la manière dont on l'a vu, on s'est dit, bon, avec sa manière de parler, on s'est dit, non, ce monsieur, s'il vient au Sénégal, franchement, eh bien, ça va être bien. C'était sans compter sur Dieu. Dieu savait qu'on ne le connaissait pas. Dieu savait qu'on ne le connaissait pas. Dieu savait que ce monsieur-là, que vous aimez, que vous soutenez là, vous ne le connaissez pas. Si je fais de lui le président du Sénégal, vous allez piquer une crise cardiaque. C'est ce que Dieu savait. Alors, Dieu a fait venir l'autre, Diomaye Faye. Et quand Bassirou Diomaye Faye est venu, on n'était pas très contents. Bon, on s'est dit, bon, quand même, puisque c'est le gars de Sonko, il n'y a pas de problème. Mais de là, maintenant, progressivement, les premiers pas qu'ils ont posés, quand on a vu les premiers pas qu'ils ont faits, quand on a vu les premiers pas, on a compris que non, ce monsieur-là, oh là là, c'est pas la peine. Et l'autre jour, qu'est-ce qu'il fait? Il enfonce le clou. Et là, on a compris que ce gars, ce n'est pas du tout la peine. Toi, tu es un médiateur. Tu es pays médiateur. Tu es un pays médiateur entre la CEDEAO et l'AES. Vous devez faire la médiation. Vous devez venir parler avec vos frères de l'AES pour voir si c'est possible qu'ils reviennent dans la CEDEAO. Si ce n'est pas possible, on essaie de voir si on peut appliquer un plan B. Mais un médiateur ne doit pas prendre position. Tu prends position, tu dis non, toi, franchement dit, il n'y a pas question de revenir en arrière, il n'y a pas question de faire de scission. Et là, il a tout gâté pour moi. Pour moi, il a tout gâté. Hein. Pour moi, il a tout gâté. Écoutons ce qu'il a dit. Nous ne pouvons pas encourager une énième scission, alors que partout dans le monde, les gens essaient de tout faire pour se renforcer dans des regroupements très forts. C'est pourquoi le président Bassirou Diomaye Faye, dans son discours et dans les actes qu'il pose, œuvre inlassablement pour que nous puissions maintenir ce cadre que nous avons, qui est la CEDEAO. Nous nous sommes inscrits dans une ligne très claire et très ferme et une vocation irrévocable qui est une ligne panafricaine. C'est extrêmement important pour nous. Et c'est pourquoi
depuis l'avènement de son Excellence le Président Bassirou Diomaye Faye, son discours et son programme diplomatique a été très clair. Et ça se reflète d'ailleurs par l'appellation du ministère en charge des questions diplomatiques, qui est devenu le ministère de l'intégration africaine d'abord et des affaires étrangères après. Et c'est pourquoi notre logique, c'est de travailler au rapprochement entre tous les peuples africains et particulièrement les peuples voisins, les pays voisins. Et c'est pourquoi le président Bassirou Diomaye Faye, dans son discours et dans les actes qu'il pose, œuvre inlassablement pour que nous puissions maintenir ce cadre que nous avons, qui est la CEDEAO. Nous ne pouvons pas encourager une énième scission, alors que partout dans le monde, les gens essaient de tout faire pour se renforcer dans des regroupements très forts. Nous devons aujourd'hui dépasser certains clivages où, pour des raisons qui certes peuvent être valables quelquefois, nous nous retrouvons chaque fois à devoir reprendre à zéro, et il est évident que nos nations prises isolément ont très peu de chances de pouvoir réussir le grand bond en avant que les peuples attendent depuis très longtemps. Voilà, vous avez entendu ce que Sonko a dit. Tout le monde a entendu. En tout cas, ce que moi je peux dire, Sonko, c'est une déception totale. Totale, ce monsieur. Vous savez, Sonko, nous, on n'est pas naïfs. On n'est pas naïfs. Et puis, il faut le dire clairement, les Maliens n'ont jamais demandé l'aide du Sénégal pour faire son combat. C'est clair. Le Mali a commencé son combat tout seul. On le répète, on a commencé notre combat tout seul. Parce que le Mali a décidé de chercher la véritable indépendance. On veut une vraie indépendance. Une vraie de vraie. Et l'indépendance réelle, vraie, ne se donne pas. L'indépendance qu'on nous a donnée en 1960, ce n'est pas une vraie indépendance. Ce n'est pas une indépendance. C'est la dépendance toujours, mais qui ne dit pas son nom. Parce que vous voyez, lorsque Modibo Keïta a perdu le pouvoir en 68, on est retombé dans la dépendance. Le Mali n'a eu que 8 ans d'indépendance. 8 ans. 8 petites années. Mais après, on est retombé de 68 à aujourd'hui. Le Mali a dit non, on veut la vraie indépendance. Et c'est pour ça qu'on se bat. Et on n'a pas demandé à quelqu'un. Si on était parti voir les Sénégalais, le Sénégal, ah non, venez nous aider, associez-vous à nous, venez. Non, on n'a appelé personne. On a fermé les yeux, on s'est battu. Chemin faisant, le Burkina est venu nous rejoindre, le Niger est venu nous rejoindre et on avance vers l'indépendance réelle. On n'a pas demandé de quelqu'un. Et on n'a pas demandé à quelqu'un de venir forcément dans l'AES. Non, les gens qui vont aller dire ça aux gens, ça c'est des histoires. On n'a pas demandé à quelqu'un de venir dans l'AES, non. On n'a pas demandé ça à quelqu'un. On est avec le Burkina et le Niger et c'est tout. À Fora, à Bana, c'est tout. On n'a pas demandé à quelqu'un. Et c'est clair, il faut que les gens comprennent cela. On n'a pas demandé de l'aide à quelqu'un. On s'est battu tout seul et c'est en train de marcher pour nous. Et c'est tout. Voilà. On sait que nos dirigeants ont pris d'énormes risques. D'énormes risques. Ils ont risqué leur vie. Et jusqu'à présent, ils risquent leur vie. Voilà. Donc maintenant, on est déçus par ce Sonko. Parce que toi, tu es médiateur. Un médiateur ne doit pas prendre position. La CEDEAO, là. Pourquoi on a quitté la CEDEAO? Hein? Même si tu soutiens la CEDEAO, il ne faut pas le dire. Tu es un médiateur. Mais attends d'abord de venir nous rencontrer, discuter un peu, essayer de... Mais quand toi, tu prends position déjà, ah non, il n'y a pas question de faire de scission, on ne va pas diviser la CEDEAO. Non, ce n'est pas la peine. Mais je vous avertis, M. Sonko, vous connaissez très mal ces pays impérialistes. Vous connaissez très mal la France et la meute qui est derrière elle. Le reste de l'Union européenne et puis les États-Unis, vous les connaissez très très mal. Vous ne les connaissez pas. Si vous ne les connaissez pas, vous allez les connaître. Je vous assure. Écoutez ce que Charles de Gaulle il a dit. De Gaulle, l'ancien président français. Il a dit une fois, écoutez-le. Pour ce qui est du Sahara, notre ligne de conduite, c'est celle qui sauvegarde nos intérêts et qui tient compte des réalités. Quels sont nos intérêts? Nos intérêts,
c'est la libre exploitation du pétrole et du gaz que nous avons découvert ou que nous découvririons. C'est la disposition de terrains d'aviation et de droits de circulation pour nos communications avec l'Afrique noire. Voilà. Vous avez entendu, toutes les ressources pétrolières qu'ils ont découvertes en Afrique, c'est pour eux. Et ceux qui vont découvrir aussi, c'est pour eux. Ah, je vous dis, hein, et en Afrique, là, les aéroports, tout est pour eux. C'est ce qu'ils disent, hein, c'est ça qu'ils ont dans la tête. Bon, les petits-fils de De Gaulle, là, les petits-fils de De Gaulle qui sont là aujourd'hui, là, ces petits-fils-là, c'est ça aussi qu'ils ont en tête. C'est ça là qu'ils ont en tête, de Emmanuel Macron et tous les autres là. Ça, et je vais vous dire, hein, ils vont, vous m'excusez de le dire, hein, mais ils vont vous rentrer dedans, vous allez voir. Ils vont épargner personne. Tous les pays africains qui sont en train de les aider. Tous les pays africains qui les aident. Bien que tu les aides, ils vont te rentrer dedans. Je vous le jure. C'est la raison pour laquelle nous, on a dit, bon, mais autant se battre contre eux. Parce que quand quelqu'un te dit, écoute, tu m'aides, je te tue. Tu ne m'aides pas, je te tue. Donc je me bats. C'est la même chose. Qu'est-ce que le président Ibeka n'a pas fait pour la France ici? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour eux? Il a tout fait pour eux. Il les a soutenus, il les a aidés. Il nous a même dit, hey, vous là, vous qui partez manifester devant l'ambassade de France, là, dégagez d'ici. Il ne faut pas mordre la main, il ne faut pas mordre les doigts de celui qui vous donne à manger. La main qui vous donne à manger, il ne faut pas mordre ça, quoi. Il nous a dit ça. Hein? Mais malgré qu'il a tout fait pour eux. Vous savez, les Sonko, là, mais c'est grave, mais ils sont naïfs, mais c'est pas possible. Vous pensez réellement que vous allez être bons amis avec ces Européens-là et puis ils vont me laisser partir comme ça? Vous allez voir. Peut-être que Macky Sall même va avoir plus de chance que vous. L'autre jour, l'année dernière, hein, c'était en 2023, hein, en fin 2023, je crois bien, hein, si je me rappelle très bien. Et il y a le ministre de la Défense français qui a dit quelque chose. Il dit que non, que bientôt, qu'il va y avoir du pétrole, le pétrole, on va commencer à exploiter le pétrole au Sénégal, et le Sénégal va être confronté à des risques terroristes, et il faut les aider, il faut faire ci, il faut faire ça. Vous avez entendu? Ils vont venir vous chercher. Je vous dis, hein. Le Sénégal, par exemple, qui est un pays qui va devenir producteur d'hydrocarbures sous peu, qui va donc être exposé à des risques terroristes importants. Soit on fait à leur côté, soit on fait à leur place, c'est pas à l'ordre du jour, soit on leur permet de faire. Et si on leur permet de faire, il y a évidemment un niveau d'équipement qu'il faut atteindre. Ça pose des questions sur... Vous avez entendu? Ouais. Ils vont venir vous chercher, hein. Moi, en tout cas, je vous dis, en tout cas, faites ce que vous voulez, vous êtes chez vous, c'est votre pays, hein. Mais nous, quand même, bon. C'est-à-dire, on voulait juste la confirmation de ce que vous êtes. On voulait juste avoir la confirmation que, en fait, vous n'étiez pas quelqu'un de fiable, M. Sonko. On attendait juste la confirmation. On nous l'avait dit, hein. On a dit non, il n'y a pas de problème, on va attendre, on va patienter. Soyons patients, on va patienter. Et voilà, on a patienté. Voilà. Alors, ceux qui sont en train de me suivre, ceux qui me suivent, on va vous informer qu'il y a une société qui s'appelle Solution Airlines, hein, au Mali ici, qui vous aide pour les problèmes aéroportuaires. Voyager avion là, au sera aéroport là, à foron yana koka avion be retard là. Walma foron yana koka avion tena PPP. Walma au sera a forako placité avion qu'on a mi au signoré. Walma au sera au là. Aka mino masi aka minese ado chene na kono walma dobaje walima aka mino yirade masi pepepeu aka nasira Solution Airlines be wala saka udeme ni kondo de là. Voilà, donc pour tous les problèmes aéroportuaires que vous avez, vous pouvez passer les voir, etc. Bon, voilà. En tout cas, merci pour ceux qui me suivent. Merci beaucoup. Et puis, prochainement, on va vous parler de Yélémani. Vous savez, il y a eu une attaque aujourd'hui, ce matin, de Yélémani. Yélémani, en fait, c'est juste, allez, on va chercher une petite carte de Yélémani. Yélémani, voilà, ils sont juste, voilà, vous voyez un petit peu. Yélémani, c'est en rouge, hein, c'est en rouge. Ils sont juste près de la frontière mauritanienne. Et malheureusement, vous savez, on a 2300 km de frontière avec la Mauritanie. Et malheureusement aussi, pour nous, la Mauritanie a signé un pacte de non-agression avec Al-Qaïda depuis 2010, lorsque le président Abdelaziz était là-bas.
Et ce qui fait que, bon, à chaque fois, des terroristes quittent leur sol, ils viennent nous frapper, ils s'en vont, ils viennent, ils nous frappent, ils s'en vont. Et aujourd'hui aussi, ils ont attaqué un camp, ils sont là, et ça ne fait qu'augmenter le boulot de l'armée malienne. L'armée malienne doit se battre. C'est-à-dire, on a vraiment de sérieux problèmes avec ceci. Non seulement ils rentrent par l'Algérie, ils rentrent aussi par la Mauritanie. C'est pas très très facile pour nous. Alors, donc prochainement, on va parler de cet acte, ce pacte qu'ils ont eu à faire. Parce que vous savez, lorsque Ben Laden a été capturé, tué, etc., eh bien, il y en a qui ont fouillé dans ses bagages. Ils ont fouillé dans ses bagages et dans ses écrits, on est tombé sur les écrits où Ben Laden avait effectivement fait savoir qu'il y avait un accord entre la Mauritanie, et puis Al-Qaïda. Al-Qaïda ne les frappe pas. En contrepartie, la Mauritanie leur sert d'arrière-base et ils vont venir là-bas, ils vont déposer leurs bagages là-bas, ils vont faire tout ce qu'ils ont à faire là-bas. Et puis, ils leur payent même plusieurs millions d'euros aussi par an afin qu'ils puissent ne pas les attaquer. Voilà. Et puis, vous allez vous rappeler qu'entre 2008 et 2009, comme ça, il y avait plusieurs attaques. Il y avait l'ambassade d'Israël qui avait été attaquée, il y avait d'autres sites qui avaient été attaqués, l'armée, un camp militaire mauritanien avait été attaqué aussi en 2008-2009, mais brusquement, après ces 4 attaques-là, quand Abdelaziz a fait un accord avec eux, hop, directement, ils n'ont plus attaqué la Mauritanie, jusque-là. Et puis Abdelaziz, bon, il faisait le dur, le costaud, bon non, écoutez, dans la région, il dit que lui, son pays est stable, parce que l'armée est puissante et tout, mais c'est pas ça. Hein. C'est pas ça. Il quitte chez nous, il rentre chez vous, il vous frappe. En fait, il quitte chez vous, il vient nous frapper nous, et quand on arrive à les pourchasser, ils vont chez vous, nous, on n'a pas le droit de rentrer là-bas. Et c'est ça le problème. Alors, et pour finir, la Suède qui dit que bon, c'est fini, elle va plus donner d'aide au développement au Mali. Son aide au développement, le fait qu'elle a arrêté cela, c'est une chance pour le Mali. C'est une chance. C'est une chance pour qu'on se débrouille soi-même. On va se débrouiller nous-mêmes. C'est une vraie chance. Parce que la Suède n'a qu'à continuer à soutenir l'Ukraine. Nous, on soutient la Russie. La Suède dit, bon, écoutez, vous soutenez la Russie. Nous, la Suède, on soutient l'Ukraine. Donc, nous, on vous donne plus d'argent. On dit, il n'y a pas de problème. On n'a pas besoin de votre argent. Parce que l'aide au développement, réellement, ce n'est pas une aide. C'est pour avoir de l'influence. C'est pour avoir de l'influence sur le plan commercial, sur le plan politique. Et puis voilà, tout le monde sait que ce n'est vraiment pas du tout pour nous aider. Hein. C'est pour rester dans le cycle infernal de la dette. Et puis, des fois aussi, c'est pour vous piller. On vous pille. Et puis, en contrepartie, on vous dit, bah, prenez des mètres, etc. Donc, cette aide-là, ça va. D'ailleurs, j'ai un petit article, j'ai une petite vidéo sur l'aide au développement. Là. Regardez ce que c'est. Écoutez bien. Est-ce qu'on peut dire que la notion d'aide au développement est une notion encore viable ? Alors, aide au développement, je ne sais pas si ce sont les bons mots maintenant. Moi, je parle plutôt d'investissement, de développement. Et le voyage du président, ces 3 derniers jours, il est rentré hier, après celui de Ouagadougou, souvenez-vous, au mois de novembre, celui de Dakar au mois de février, cette fois la Mauritanie, puis le Nigeria. C'est vraiment, je crois, la volonté, la vision du président de la République qu'il faut introduire un lien, garder notre pays ouvert et agir concrètement en Afrique. Le concept reste donc viable, si je vous suis bien. Je crois qu'il faut le faire évoluer. Il ne s'agit plus seulement d'aide, il s'agit vraiment d'investir, c'est-à-dire prendre du risque, s'engager et attendre bien sûr un retour. Pas qu'un retour financier, l'investissement, ça revient de toutes sortes de façons, par un gain culturel, par de l'influence, par aussi de l'influx des choses qui rentrent. Donc, vous avez compris, l'aide publique au développement, c'est un investissement. Je crois que tout est dit déjà. C'est un investissement, ils investissent. Et c'est tout, quoi. Ce n'est pas de l'aide. Et puis, c'est même mieux comme ça. Ça nous permet de mieux nous débrouiller. Hein, voilà. Donc, merci à vous tous qui suivez mes émissions. Merci et à bientôt. Boulangerie, pâtisserie, restaurant Nomo Buru. Awo auka boulangerie ko, pâtisserie, foka se akwa restaurant dumnin duman ko ma. Boulangerie, pâtisserie, restaurant Nomo Buru ma okelen fla ku ka dawa ele awye. Kasangani auka nisonja ye dala dumnin fe nasra fe, foka ta se mini fe ma. Boulangerie, pâtisserie Nomo Buru ma okelen fla ku ka dawa ele choy sotiba aseila. Katengu 3e pona. Kenangirane ala sraba mimbe no nobe teme kata babili koronina. Boulangerie, pâtisserie, restaurant Nomo Buru ma oka dawa ele nenflene ka nyashi auka clinique médical al
medma aw ma munun be ka fɔ ko wuli ka jɔ ko de ka gɛlɛ aw ma a b'a fɛ k'aw ka da la dumunifɛnw fɔ ka se a minfɛn dumanw ma k'u lasɔrɔ aw ka so. Nɛgɛjuru sira kɛrɛnkɛrɛnnen b'u bolo min ye 90 99 23 78 walima 95 70 69 69. Aw ka nisɔndiya kama boulangerie pâtisserie restaurant Nomoburu maaw u kɛlen do ka koba camanw labɛn. N balimakɛ n balimamuso nɛgɛjuru sira ninnu kongo i ka galon bɔ an da.